à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Bamako, 15h en Espagne. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h dimanche. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga porte la voix du Mali à Séville en Espagne à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Il va présenter la vision Mali Kouranye Tassra Kabessan Baflani Biworoni Sabama. Dans un instant, vous saurez l'activité du Premier ministre de ce dimanche. Au Niger, depuis hier, le Conseil consultatif de la refondation du Niger est opérationnel. Présent à Niamey, le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw a salué la mise en place de l'organe législatif du Niger. Dans l'actualité internationale, la Cour africaine des droits de l'homme rejette les allégations de violation des droits de l'homme formulées par Laurent Gbagbo contre la Côte d'Ivoire. Et puis, sous l'égide des États-Unis, la RDC et le Rwanda fument le calumet de la paix en apposant leur signature au document d'un accord de paix. L'invité de ce 13h dimanche est le directeur général adjoint de l'Office central des stupéfiants, le contrôleur général de police Bassirou Bamba. Avec lui, nous ferons le point de la lutte contre la drogue au Mali qui augmente en consommation chez les jeunes. En sport, football, les dames sont à l'honneur cet après-midi avec la finale de la Coupe du Mali à l'affiche ISFAS AS Mandé. C'est à partir de 16h30 au stade Mamadou Konaté. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous parlera des causes et des conséquences de la grossesse gémellaire, c'est-à-dire avoir 2 voire plusieurs enfants. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 29 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, est depuis hier après-midi à Séville en Espagne, où il doit prendre part au nom du président de la transition aux travaux de la 4e conférence sur le financement du développement qui débute demain. Le chef du gouvernement va présenter aux partenaires la vision Mali Kouranye Tassra Kabessan Baflani Bioroni Sabama, mais aussi demander un financement équitable des projets de développement. Déjà, ce dimanche, le Premier ministre a rencontré la communauté de la Confédération AES. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux à Séville en Espagne, Mamadi Kone et Aliou Touré dans nos futures éditions. Ici, au Mali, la Commission des finances, de l'économie, du plan, du secteur privé et des industries du Conseil national de transition a tenu un atelier sur le document sur la loi d'orientation budgétaire 2025. Il s'agit pour les membres du CNT d'analyser et de faire des propositions sur le document de programmation budgétaire et monétique pluriannuel 2026-2028. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique est une réforme majeure instituée en 2013 par l'article 56 de la loi relative à la loi des finances, atelier suivi par Mamadou Fani. Étape clé du processus de vote de la loi des finances, la loi d'orientation budgétaire intervient dans un contexte marqué par un environnement mondial difficile. Il s'agit pour les membres du CNT de partager au cours de cet atelier le document de la politique budgétaire adopté en Conseil des ministres le 18 juillet dernier et d'apporter leurs recommandations. Mamadou Touré, président de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries. Il s'inspire du Malikwa Nyetasira, Kabessan Bafla, des orientations définies dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, avec en filigrane les actions prioritaires du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2026. Le débat d'orientation budgétaire est un moment important dans l'adoption des politiques et programmes du gouvernement. Le quitus des membres du CNT est donc nécessaire pour la bonne marche du processus démocratique. Hamey Founé Mahal Madan, 4e vice-président du CNT. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un moment privilégié permettant aux membres du Conseil national de transition de s'interroger sur la pertinence et la cohérence des principales orientations envisagées par le gouvernement en matière budgétaire, fiscale ou sociale pour les années à venir.
Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche, représentant le ministre de l'économie et des finances. Le débat d'orientation budgétaire est désormais ancré dans la tradition de notre pays et s'inscrit dans un processus de renforcement de l'approche participative dans la préparation du budget de l'État. Cette rencontre est l'occasion pour les membres du CNT de s'assurer de la cohérence du projet de loi de finances de l'année à venir avec la trajectoire annoncée par le gouvernement en lien avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et le plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2026. Cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Parmi les invités figure le président du Conseil national de transition. Dans son adresse, le général de corps d'armée Malick Diaw a remercié le président nigérien, général d'armée Abdourahmane Tchani, pour la mise en place de cet organe législatif de transition qui, selon lui, constitue un signal fort dans la marche des pays de l'AES vers leur indépendance totale. Il n'a pas ignoré non plus la lutte implacable que les forces armées de l'AES mènent contre les groupes armés terroristes. La synthèse de son discours avec nos envoyés spéciaux à Niamey, Siaka Konaté et Idrissa Traoré. Le président du Conseil national de transition salue l'installation au Niger d'un organe législatif qui constitue un pilier fort de la transition. Général d'armée Malick Diaw. L'installation du Conseil consultatif de la refondation est un signal fort dans la marche des États du Sahel vers leur indépendance totale. Elle marque une fois de plus une étape importante dans notre quête de souveraineté. Elle traduit à juste titre les préoccupations du peuple nigérien. Cette cérémonie est le signe d'une adhésion pleine et totale du peuple nigérien aux idéaux de la refondation, si chère au président de la République du Niger. Nous disons merci à son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, pour la mise en place de cet organe. Et le général Diaw de féliciter le président et les membres du CCR pour les choix portés sur eux pour animer cette institution, convaincus qu'ils sauront relever les énormes défis qui les attendent, dont celui de la lutte contre les forces du mal qui changent de stratégie chaque fois qu'on leur inflige une défaite. Coup de chapeau donc du président du CNT aux forces de défense et de sécurité de l'AES qui combattent les groupes terroristes. Il me plaît une fois de plus de saluer le leadership de nos trois présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction pour les prouesses réalisées par les forces coalisées des pays du Sahel qui, désormais, terrorisent les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Que personne ne se trompe, les attaques ignobles et les tueries en masse de paisibles populations sans défense de ces dernières semaines sont la preuve que les terroristes sont aux abois et sont incapables de faire face à la puissance de feu de nos armées. Ils procèdent donc par lâcheté et font couler le sang des innocents. Ces forces du mal vivent leurs derniers instants, Monsieur le Président. L'AES est notre réponse aux manipulations extérieures. Ensemble, nous reprenons le contrôle de notre sécurité, disait au mois de mars dernier le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au groupe terroriste et à l'air parrain, le général Malick Diaw rappelle que la donne a changé et qu'il n'est plus question de faire main basse sur les immenses ressources dont regorgent les sous-sols sahéliens. Les parents du terrorisme international doivent savoir que le terrorisme n'a pas de frontières, a-t-il martelé, avant de condamner l'acte inamical du voisin algérien pour son implication dans la destruction d'un aéronef malien. Général du corps d'armée Malick Diaw, président du CNT. C'est le lieu de rappeler que nous avons suivi avec consternation et indignation, à travers le communiqué du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef des forces armées et de sécurité du Mali dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. À cet effet, le Conseil national de transition, organe législatif de transition du Mali, a condamné avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin
aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elle respecte les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elle se joigne de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président Nciente a enfin brandi les acquis de l'AES, mise en circulation d'un passeport, adoption d'un drapeau, d'un hymne, projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, des acquis réalisés en moins d'un an. Niamey, Chara Konaté, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Actualité internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté toutes les allégations de violation des droits formulées par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire. Le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Depuis 2018, Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison et 10 ans de privation des droits civiques pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011, pendant la crise post-électorale. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le 27 juin dernier à Washington, aux États-Unis, un accord de paix. En attendant la signature de l'accord définitif entre les autorités congolaises et l'AFC Mouvement M23 à Doha, au Qatar, que prévoit cet accord signé entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous accueillons en direct dans ce studio Lansine qui est à Lansine. Bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Expliquez-nous concrètement les prochaines étapes de cet accord signé à Washington. D'abord, la RDC et le Rwanda doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination avant le 27 juillet 2025. Ce mécanisme travaillera avec un comité de surveillance commun qui réunit l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. Sa première réunion doit avoir lieu au plus tard le 11 août. Ensuite, sur le terrain, il y a deux priorités, à savoir la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et le retrait des mesures défensives mises en place par le Rwanda. Ces actions doivent être réalisées en 4 mois et en plusieurs étapes. Une phase de préparation de 15 jours pour analyser la menace, localiser les FDLR et partager les informations entre les parties. Aussi, une opération conjointe devra avoir lieu entre les deux pays. Pour terminer, Ousmane Daou, sur le plan économique, un autre chantier est prévu. D'ici au 27 septembre 2025, c'est le lancement d'un cadre d'intégration économique régionale qui a pour objectif de renforcer la coopération sur les ressources naturelles, les commerces et les investissements transfrontaliers. Merci Lansine Keita. Je rappelle qu'on vous retrouvera à la fin de ce journal dans la rétrospective de l'actualité dénommée Rétro 7. Mais d'ici là, je me tourne vers Mohamed Sangari qui a fait son apparition en direct dans ce journal pour parler des sanctions américaines à l'encontre du gouvernement soudanais sont désormais en vigueur, confirmées par le département d'État dans une note datée de vendredi dernier. Ces mesures sont prévues pour durer au moins 1 an selon l'administration américaine. Les documents rendus publics précisent que ces sanctions incluent notamment des restrictions sur les ventes d'armes, des interdictions de crédit et des restrictions technologiques. Bonjour Mohamed Sangari. Bonjour Ousmane Daou. Pourquoi les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre le Soudan? Oui, tout à fait. Les autorités américaines ont imposé ce week-end de nouvelles sanctions contre le gouvernement soudanais en réponse à des accusations selon lesquelles des armes chimiques auraient été utilisées dans le cadre du conflit entre l'armée régulière et des paramilitaires. Ces informations proviennent de documents officiels récemment publiés. Déjà en mai dernier, le département d'État des États-Unis avait accusé le Soudan d'avoir utilisé des agents chimiques en 2024 sans préciser la date ou le lieu exact de l'incident. À l'époque, Washington avait appelé le gouvernement soudanais à arrêter immédiatement l'utilisation de ces armes, soulignant que ces accusations remettent en cause le respect par Khartoum de ses engagements internationaux contre les armes chimiques. Dans un avis publié vendredi dernier, le département d'État confirme la mise en place pour au moins 1 an de sanctions économiques et diplomatiques contre le Soudan. Ces sanctions
sanctions évitent toutefois toute assistance humanitaire d'urgence et la fourniture de produits agricoles essentiels à la population. Concrètement, ces mesures comprennent notamment l'arrêt immédiat de toute vente d'armes à Khartoum, l'interdiction de crédits ou d'exportation de technologies avancées vers le gouvernement soudanais. L'objectif est de faire pression sur le régime de Khartoum pour qu'il cesse ses comportements jugés inacceptables par la communauté internationale. De son côté, le gouvernement dirigé par le général Al-Burhan a fermement rejeté ces accusations. Son porte-parole a qualifié ces allégations d'accusations sans fondement, dénonçant un chantage politique et une falsification délibérée des faits. Il a aussi réaffirmé la volonté du régime à préserver sa souveraineté face à ce qu'il considère comme une ingérence injustifiée dans ses affaires internes. Ousmane Dao. Du Soudan, direction Israël, où après la fin de la guerre avec l'Iran, les manifestations pour la libération des otages à Gaza ont repris. Des rassemblements de masse ont eu lieu ce week-end dans les grandes villes israéliennes pour réclamer un accord qui permettrait la libération des otages, mais aussi pour mettre un terme à la guerre à Gaza, dont le poids est de plus en plus pressant pour une partie de la population israélienne. 13h15, nous recevons notre invité de ce 13h dimanche. Plus de 76 tonnes de drogue et autres produits stupéfiants ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants, OCS, des saisies opérées par l'Office et autres structures impliquées dans la lutte contre la drogue pour le compte du district de Bamako. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée cette semaine. Cette année, sous le thème prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Elle vise à attirer l'attention de la population sur les dangers liés au trafic et à la consommation de la drogue. Pour en parler, notre invité de ce 13h dimanche est le contrôleur général de police, Bassirou Bamba. Il est le directeur général adjoint de l'OCS, l'Office central des stupéfiants. Bonjour, monsieur le directeur général, bienvenue. Bonjour, monsieur Dao. Alors, en français plus simple, c'est quoi la drogue? La drogue, c'est toute substance, préparation ou plante est susceptible de modifier les fonctions psychiques ou physiologiques. Autrement, on dit encore, c'est toute plante, substance, préparation placée sous le contrôle d'une loi nationale ou d'une convention ratifiée par le Mali. Parmi les conventions ratifiées par le Mali figure la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues cette année, prévention et résilience communautaire et un rempart contre la drogue au Mali est le thème. Est-ce que ça suffit? Le thème, ça suffit, c'est en harmonie avec le thème mondial, parce que le thème mondial, ça c'est... les faits sont là, investissez dans la prévention. Donc c'est axé sur la prévention. Le thème mondial aussi bien que le thème national. Mais quand on voit aujourd'hui la proportion galopante de la consommation de la drogue au Mali, notamment chez la couche juvénile, est-ce que prévenir va suffire? Justement, nous avons estimé depuis longtemps, c'était la répression. À un moment donné, nous nous sommes dit que la seule répression ne suffit pas. Encore faut-il, c'est bien de réprimer, mais encore faut-il que les populations soient informées des dangers, des méfaits du trafic et de la consommation de la drogue. C'est pourquoi, ce dernier temps, nous intensifions nos efforts sur la prévention. D'ailleurs, le temps a été donné par les plus hautes autorités qui ont mis en place une commission nationale de sensibilisation dont les démembrements se trouvent dans les différentes régions. Parce que nous avons estimé que la seule répression ne suffit pas. Il faut informer les populations, singulièrement la jeunesse, sur les dangers de la consommation et du trafic de la drogue. Cela étant dit, la répression continue. Donc, nous faisons les deux, le bâton et la carotte. Oui, justement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avait lui-même annoncé que lors du recrutement dans l'armée malienne, dans nos forces de défense et de sécurité, la couche juvénile et beaucoup de jeunes ont été mis à carreau parce que tout simplement il y avait une forte dose dans leur sang de drogue. Justement, c'est ce qui a même conduit à la mise en place de cette commission de sensibilisation au niveau national et régional. Parce que, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, lors d'un recrutement, 2000 jeunes ont été testés positifs.
Et vous savez, dans le temps, le recrutement, il n'y avait pas le test narco. Mais constatant que de plus en plus les jeunes sont dans la consommation de la drogue, les plus hautes autorités ont instauré ça, un test narco. C'est quoi un test narco? C'est un test narcotique. Ce test consiste à savoir, avec nos kits, si l'intéressé, s'il y a de la drogue dans son sang. Ce texte est le bienvenu parce que dans la mesure où le jeune qui sera testé positif s'il y a la drogue dans son sang, il va être écarté, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a un suivi pour ces jeunes au niveau de l'office? Et pour ce qui concerne l'OCS, notre mission, c'est principalement la sensibilisation et la répression. Mais il y a d'autres centres qui s'occupent de cet aspect de la question, les centres de prise en charge. Actuellement, il y en a les centres les plus connus, il y en a l'Arcade Santé, il y a un centre aussi au niveau de Poingé et puis à Kati. Et même monsieur le directeur, on a dit les jeunes consomment beaucoup la drogue au Mali, mais quand on voit les chiffres incinérés, 76 tonnes de drogue, c'est quand même alarmant. C'est même plus parce que la quantité totale au niveau national, c'est 128 tonnes. Les 116 tonnes, 605 kg, ça c'est uniquement les saisies effectuées par les antennes de l'OCS. Sinon c'est 128 tonnes. C'est vraiment... Et le reste qui n'a pas été incinéré? Tout le stock a été incinéré parce que nous pensons que nous profitons justement de la journée du 26 juin pour procéder à l'incinération des stocks. Vous savez, en vertu de ces missions de coordination, les produits saisis par les services impliqués dans la police, la douane, la gendarmerie sont acheminés au niveau des magasins de l'OCS. Donc nous profitons de la journée du 26 juin pour procéder à l'incinération. Donc l'ORTM même a invité toute la presse, les médias. Ça c'est par souci de transparence pour que les populations sachent qu'est-ce qu'on fait de ces produits. Parce que très souvent, dans l'imaginaire populaire, on se pose des questions sur la destination. C'est pourquoi tout le monde est invité par souci de transparence. Et c'est pour éviter également que ces produits ne retournent dans le marché. Donc c'est pour préserver aussi la santé des populations. Monsieur le directeur, vous avez dit tout à l'heure, vous mettez très souvent à contribution l'ORTM et d'autres médias. Et dans vos descentes, on a constaté que certaines régions s'y prêtent à la culture de la drogue au Mali. Pourquoi? Ce phénomène est récent. Tout récemment, nous avons malheureusement constaté que certaines régions du Mali, notamment celles du sud, nous avons découvert des champs de culture de cannabis. Ces champs-là ont été détruits, c'est des milliers de pieds de cannabis. Bon, ce phénomène, nous le constatons malheureusement, mais nous veillons au grain puisque nos éléments veillent au grain au quotidien pour découvrir ces champs. En tout cas, pour le moment, les champs découverts ont été totalement détruits. On dit que pour qu'il y ait consommation, il faut qu'il y ait acheteur. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la population de façon générale par rapport aux substances nocives? Et la population, moi, c'est pourquoi par rapport à ça, nous intensifions la sensibilisation, la communication. Parce que beaucoup de jeunes sont là-dedans, nous pensons que souvent c'est par ignorance. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus sollicités par la société civile pour animer des séances de sensibilisation au niveau de nos établissements scolaires et universitaires et même au niveau de nos centres de formation, donc, et sur les médias également. Donc c'est pour informer la population juvénile sur les effets des drogues, les méfaits de la consommation, parce que nous savons que la seule répression ne suffit pas. Et donc il faut la communication, la sensibilisation, l'éducation et surtout la formation. Et ces trois volets, vous insistez au niveau de l'OCS, mais est-ce que ces trois volets, pour vous, malgré la répression, vont suffire quand on voit le taux d'augmentation? Nous pensons que ça va diminuer. Et par exemple, je vais parler le cas de la chicha, par exemple, vous savez, qui était de plus en plus consommée, mais depuis que nos services sont à pied d'œuvre, en tout cas, à moins qu'on se cache pour le faire, sinon,
les maisons de Chisa, ce n'est plus découvert. C'est cash maintenant. Ça a beaucoup diminué. Donc, nous pensons quand même que la sensibilisation, parce qu'il faut intensifier ce volet vraiment, la communication. Et l'appel aux parents? Les parents, justement, parce que le phénomène de la consommation, moi je pense que cela relève surtout beaucoup de la responsabilité des parents. Parce que si on prend l'État a vraiment beaucoup fait. L'État a pris des mesures et des dispositions institutionnelles, législatives et réglementaires. On a créé des services, on a créé l'OCS qui est l'organe de coordination, la police est là, la gendarmerie, la douane, toutes ces structures luttent contre les stupéfiants. Donc, je crois que chacun doit jouer sa partition. Les parents doivent veiller sur les enfants, l'éducation surtout, la fréquentation de l'enfant, l'environnement. Vous savez, c'est l'environnement qui joue vraiment sur le comportement de l'enfant. Parce que il faut veiller sur la fréquentation des enfants, veiller sur leur scolarité. Les parents doivent jouer vraiment un grand rôle. Aussi également au niveau des écoles. Je pense qu'on doit même instituer des leçons modèles contre la drogue pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits. Au-delà de nos sensibilisations effectuées par nos experts, il faut qu'au niveau des écoles également, qu'on donne des leçons modèles au profit des enfants. Les parents, surtout les parents, doivent veiller sur le comportement des enfants. J'écoutais sur les réseaux sociaux une dame qui parlait également de la consommation de nos jeunes filles. Parce que elle a dit qu'il faut que les parents veillent sur les jeunes filles. Parce que les jeunes filles qui vont dans les grains, on met des stupéfiants dans les thés, dans les boissons, on leur donne. Donc petit à petit, ils tombent dans la consommation de la drogue, sans même le savoir. Donc il faut veiller sur les enfants, singulièrement sur les jeunes filles. Parce que sur les personnes interpellées par l'OCS, 70% des personnes interpellées par l'OCS sont des jeunes consommateurs et dont 25% des filles. Les 5%, ça, c'est les adultes. Ça, c'est vraiment inquiétant. En tout cas, monsieur le directeur général adjoint de l'OCS, votre message, c'est que la lutte contre la drogue et les produits stupéfiants ne sont pas que l'apanage de l'OCS, mais l'implication de tout le monde. Merci d'être passé nous voir dans ce journal de 13h d'Images. Il y a aussi une discipline qui n'admet pas la drogue, c'est bien sûr le sport. Football Coupe du Monde des moins de 19 ans garçons Suisse 2025, belle entame hier du Mali qui a dominé la Serbie 72-70 alors qu'en football, en Coupe du Mali au plan national au niveau des dames, l'édition 2025 connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Mamadou Konaté. La finale opposera l'USFAS et l'AS Mandé. Et puis hier, les rideaux sont tombés à Bamako sur les premiers jeux de la Confédération de l'AES. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Les rideaux sont tombés hier sur les premiers jeux de l'AIS avec une cérémonie de clôture au Palais des Sports Salamatou Maïga, riche en couleurs. Une cérémonie de clôture présidée par le ministre en charge des sports du Mali, avec à ses côtés les trois ambassadeurs de ces premiers jeux, à savoir le Malien Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo, le Nigérien Abdulrazak Issouf Alfaga, champion du monde de taekwondo et vice-champion olympique, et le Burkinabé Iron Baby, et champion du monde du log life. Compte rendu Abdulrahim Kaba. Une semaine de fraternité sportive, de paix, d'intégration et surtout de vivre ensemble. Les premiers Jeux de l'AES incarnent la volonté politique des trois chefs d'État de renforcer leur intégration par la culture et le sport. Au-delà de la performance sportive, ces premiers Jeux de l'AES constituent un symbole fort de la coopération sahélienne. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous avez montré que l'esprit sahélien n'est pas seulement fait de sable, de soleil, mais surtout de talent, de discipline, de dignité et de grandeur d'âme. Les visages d'un Sahel debout, fier et compétent. Ces Jeux ont démontré une vérité essentielle. Et lorsque le Sahel avance uni, il ouvre une voie nouvelle, forte, libre, souveraine,
comme l'atteste la devise des Jeux, toujours unis, toujours résilients, toujours plus forts. Peu importe le classement général avec le Mali en tête avec 27 médailles en or, le Niger 20 médailles et le Burkina Faso avec 14 médailles en or. La première édition des Jeux de l'AES aura été un cadre d'expression des jeunes. Le rendez-vous est pris pour les deuxièmes Jeux de l'AES au Burkina Faso. C'est pourquoi le drapeau des Jeux a été remis au ministre burkinabé en charge de la jeunesse. Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025 connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Ce serait à l'issue de la finale qui opposera l'USFAS à l'AES Bandé, détentrice de la dernière édition. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025 à présent. Le programme se poursuit ce dimanche avec Paris Saint-Germain Inter Miami à 16h et Flamengo Bayern Munich à 20h. Demain lundi, il y aura Inter Milan Fluminense à 19h et Manchester City El Hilal à 1h du matin. Suite et fin de ces huitièmes de finale le mardi avec Real Madrid de Juventus à 19h et Borussia Dortmund Monterrey à 1h du matin. Déjà hier, le duel des Brésiliens entre Palmeiras et Botafogo a vu la victoire de Palmeiras 1-0 après prolongation. Les Portugais de Benfica Lisbonne ont été battus par les Anglais de Chelsea 1-0. Basketball pour terminer, Coupe du monde des moins de 19 ans garçons Suisse 2025. Le Mali a reçu son entrée en matière hier. Les juniors maliens ont arraché une victoire au bout du suspense 72-70 devant leurs homologues de la Serbie au terme des matchs électriques. Focus Santé. Et dans Focus Santé de ce dimanche, beaucoup de femmes désirent des jumeaux, des triplés, voire plus. La grossesse de ce type peut être héréditaire ou due à l'âge ou à la procréation médicalement assistée PMA. Cependant, le taux d'accouchement des grossesses multiples par césarienne est très élevé par rapport à celui de la voie naturelle. C'est pour éviter certaines complications qui peuvent jouer sur le pronostic vital de la femme ou des enfants. Dans Focus Santé, découvrons plus sur les causes et les complications des grossesses multiples. Une réalisation de Koumba Sissé. Première grossesse, un triplé. La famille Sissoko est heureuse de recevoir chez elle la naissance de 3 bébés. Leur maman, âgée de 24 ans, se porte bien. Sissoko dit à Sissoko, maman des triplés. Je n'ai pas de mots. Mon mari et moi, nous sommes très contents. Je mangeais toutes sortes de nourriture. Je n'ai pas eu de problème particulier, à part l'œdème au niveau de mes pieds. Avoir une grossesse gémellaire, trimellaire, quadruplée ou même plus est souvent héréditaire. Avec le développement de la technologie, il y a d'autres possibilités pour avoir une grossesse multiple. Drissa Kariba Konaté, gynécologue à la clinique Aya. Nous savons que les grossesses multiples, généralement, c'est des grossesses qui relèvent un peu de la procréation médicalement assistée. Mais à cela s'ajoutent également les facteurs de risque, c'est-à-dire le risque familial héréditaire, les femmes qui ont des jumeaux dans la famille. Également, on a remarqué que les femmes, c'est-à-dire plus âgées, font plus de grossesses gémellaires. Et également, nous avons remarqué que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants aussi ont plus de chances d'avoir une grossesse gémellaire. La grossesse multiple est diagnostiquée à travers une échographie et ces signes sont différents de ceux de la grossesse mono-embryonnaire. C'est des femmes qui sont peinées par le poids du ventre, c'est des femmes qui sont gênées, des femmes qui ne dorment pas bien, des femmes qui vomissent beaucoup plus. Ce qu'on appelle signes sympathiques, c'est-à-dire les vomissements, les nausées chez les femmes enceintes sont également exagérés. Et également chez ces femmes-là, elles dorment très mal, elles sont anxieuses. Toute grossesse doit être suivie et l'accent est encore mis sur la grossesse multiple. On doit mettre en place tout un mécanisme d'accompagnement, de suivi de cette grossesse-là. Et nous conseillons vraiment de faire une échographie très tôt, parce que c'est en ce moment qu'on peut mieux voir le nombre de sacs, le nombre de fœtus, le nombre de placentas. C'est des échographies beaucoup plus régulières. Il faut un suivi rapproché clinique. Il y a beaucoup de risques. Il y a les risques d'abord liés à d'autres pathologies qui peuvent être associées à la grossesse, qui surviennent plus fréquemment si c'est une grossesse jumellaire. L'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie,
Mais à côté de ça, il y a le côté psychologique, voilà, et le côté asthénie physique de la femme, la fatigue physique qui fait que cette femme-là, elle a besoin non seulement d'un accompagnement, c'est-à-dire sur le plan physique, mais également un accompagnement psychologique. Quant à l'accouchement, elle peut être la césarienne ou peut se faire par la voie naturelle. Mais selon les études, le taux de la césarienne est le plus élevé car elle permet d'éviter certaines complications pour sauver la vie de la maman et celle des bébés. Si vous avez une grossesse multiple avec un seul placenta, ça veut dire que les cordons de tous ces bébés-là viennent affairer vers un seul placenta. C'est dans ces cas que nous avons effectivement les risques de syndrome de transfuseur transfusé, c'est-à-dire il y a un bébé qui s'arrose une bonne partie du sang en laissant pour compte l'autre bébé. Et généralement à l'échographie, on va voir que le second bébé qui est en train de perdre du poids, en train de faire ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérine et qui va finir, chez lequel finalement on est obligé de procéder à une prise en charge rapide par césarienne pour éviter que l'enfant ne succombe dès qu'on atteint le terme de maturité, le terme de viabilité. Au moment de l'accouchement, il peut y avoir un accrochage entre les bébés qui fait que donc pendant l'accouchement, il y a l'autre bébé qui peut retenir le premier bébé en haut. Donc il y a un accouchement qui devient impossible. Donc ça c'est des complications très graves sur le plan obstétrique. La grossesse multiple peut provoquer un accouchement prématuré ou la naissance des bébés de petit poids. De toute façon, après l'accouchement, les bébés et leur maman doivent être suivis sur le plan médical pour une période bien déterminée. Il est 15h35 en Espagne. En Andalousie, précisément à Séville, où se trouve le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour porter la voix du Mali à Séville à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Il a rencontré ce matin les Maliens établis à Séville pour partager la bonne et la vraie information sur le pays, a également recensé leurs préoccupations. Demain, début du sommet, il va présenter la vision Malikourani Tassira Bensan Kabesan Baflani Bioroni Sabama qui s'articule autour de 11 projets structurants, parmi lesquels Farafina du Guinée pour garantir l'autosuffisance alimentaire, Yelenkoura visant un accès universel à l'électricité, industrialiser le Mali pour relancer le secteur industriel, Kankou Moussa Seguina dédié à la valorisation du patrimoine culturel, Mali vert et bien-être axé sur l'écologie et l'amélioration de la qualité de vie. Ce journal s'achève à 13h passées de 36 minutes à Dramane, à Samegar et à Logokakoulou. Ces 3 localités sont situées dans la région de Kaye. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Réalisation, Lansine Keita, que vous retrouverez dans la rétrospective de l'actualité de la semaine, Rétro 7. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Fademba Keita. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve demain lundi à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.